Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Et le peuple djiboutien est sorti en masse hier pour renouveler au président Ismaïla Omar Guelleh qu'il est fermement attaché à sa politique et à sa gouvernance. L'actualité de ce soir, c'est aussi la victoire des Kenyans qui triomphent sur le marathon de New York. Mais avant de développer ces titres, entamons ce journal par ce message de félicitations du chef de l'État à son homologue ivoirien. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a donc adressé hier dimanche un message de félicitations à son homologue réélu de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Votre élection intervenue dès les premiers tours à plus de 83% des voix exprimées et l'illustration parfaite que le peuple ivoirien entend poursuivre très majoritairement sa destinée commune sous votre conduite, a noté le président Guelleh. La confiance que placent les Ivoiriens en vous est sans doute à la mesure des succès, notamment économiques, que vous avez réalisés depuis votre accession à la magistrature suprême, a poursuivi le chef de l'État djiboutien, formant le vœu sincère que la Côte d'Ivoire renoue définitivement avec son ancien statut de pays modèle de développement en Afrique. Le président de la République a clos dans son message en réitérant ses vœux de succès et de réussite à son homologue réélu de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Autre message de félicitations, mais cette fois du secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, M. Ilyas Moussa Daoualé, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président du Parti de la Justice et du Développement de Turquie, Ahmed Davutoglu, suite à la victoire écrasante de sa formation politique à l'élection législative qui eut lieu hier dans ce pays. Dans son message, le secrétaire général du RPP a salué une victoire éclatante, signe d'une forte adhésion du peuple turc à la vision du Parti de la Justice et du Développement pour son pays et ses concitoyens. L'obtention d'une majorité absolue au Parlement assurera à nouveau à votre formation politique la possibilité d'entériner plus rapidement les projets nécessaires au renforcement économique de votre pays et les réformes indispensables à la préservation de ses acquis fondamentaux dans l'unité et la cohésion nationale, a écrit M. Ilyas Moussa Daoualé. Et justement, en conviant le peuple à une élection anticipée demandant à trancher sur la voie à suivre quant aux défis majeurs auxquels fait face la Turquie d'aujourd'hui, votre parti a offert au monde entier une leçon de démocratie, a ajouté le secrétaire général du parti, réitérant ses chaleureuses félicitations à Ahmed Davutoglu. A noté que le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, dirigé par Ahmed Davutoglu, par ailleurs Premier ministre de Turquie, a obtenu la quasi-moitié des sièges de l'Assemblée nationale suite à une élection législative anticipée organisée dans ce pays hier, samedi 1er novembre 2015. Dans l'actualité, le peuple djiboutien est sorti en masse hier donc pour renouveler au président Ismaïla Omar Guelleh qu'il est fermement attaché à sa politique et à sa gouvernance. Dans un flot continu et par vagues successives, des hommes et des femmes ont occupé les rues de la capitale, venant de tous les arrondissements, de tous les quartiers populaires et de la périphérie. Djibouti-Ville donc aura ainsi rarement vu un tel déferlement humain où le peuple est sorti pour dire son mot à l'approche d'une échéance électorale cruciale pour son avenir. Ce rassemblement sans commune mesure de l'histoire récente du pays peut à juste titre être estimé comme un plébiscite populaire qui n'a nullement besoin d'un isoloir. Et tous ces jeunes et moins jeunes, hommes et femmes confondus, ont convergé vers le palais du peuple pour exprimer haut et fort leur pleine confiance au chef de l'État afin de briguer un 4e mandat et qu'il outrepasse toutes sortes de pressions qui pourraient s'exercer à son encontre, notamment de l'extérieur. Ils veulent l'encourager et l'inciter à répondre oui à leur requête afin qu'il poursuive son œuvre de consolidation d'un état de droit, de redressement et de renforcement de notre économie. Une réelle souveraineté
souveraineté d'un quelconque État indépendant n'a nulle valeur sans une économie forte, seule condition nécessaire pour sortir notre jeunesse du désœuvrement, du chômage et de la précarité. Dans ce défilé festif et haut en couleurs, les organisateurs de la manifestation ont voulu marquer que cette marée humaine n'est nullement mue par une mouvance politique donnée, mais par les représentants de la société civile. Ainsi, selon des estimations les plus fiables, ce sont quelques 150 000 personnes qui ont dignement et pacifiquement battu les pavés et sillonné nos rues. Ce chiffre dépasse de loin les 2/3 du corps électoral. Leurs parcours se sont donc déroulés sans le moindre incident ou violence. Ils avaient avec eux toutes sortes de banderoles et de portraits du chef de l'État. Et si la manifestation a été pacifique, ces derniers n'en ont pas moins exprimé leur détermination. Ils se sont rassemblés autour d'un seul mot d'ordre et slogan: restez, vous avez pleinement notre confiance. Ce rassemblement de masse s'est donc déroulé dans la bonne humeur et la joie, alors que le chef de l'État venait tout juste de regagner la capitale à l'issue de sa participation à New Delhi au sommet Inde-Afrique. Avec tout ce qui les entoure comme massacre et destruction, les Djiboutiens ont ainsi signifié au président Guelleh qu'il redoute tout changement et un saut vers l'inconnu. Il le pousse ainsi à acquiescer, à se soumettre et répondre à la volonté populaire. Il ne peut se désister. Et à part la suite, les participants et les organisateurs de cette marche sont tous montés à la tribune pour ainsi témoigner leur attachement à la politique clairvoyante menée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh depuis qu'il occupe la magistrature suprême. Eh bien, donc, ils ont ainsi déclaré que le président a particulièrement lutté encore et toujours contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion à travers un renforcement de la politique de création d'emplois à l'endroit de la jeunesse, ainsi qu'une plus grande solidarité envers les plus faibles de nos concitoyens comme les handicapés et les personnes âgées. Écoutez. بدوين لما فوق صدى الله ما دعو بتاح لباح لما لو ديو اللي بنت لقى ما هلو حنانك وحاك ديغن تلا ودا دكينو مركو الرضي قاسقي كنت دي حمان تفقي ويلكي حسيلي نبض قاسقو مهنقو ويلكي يهنتي كوين نغدو دينكي صدبها الميري تستورك ويالا إيو حركة كولا دعويي أمادي واهدان قوشي نكي هنتي أنانا همبالياينا يوهي جنبانو نهاي خورو مركي دلكين وهيغي يهي وحابو قوو يا الباب وترتيرو ميايدانو باقين مركات بركة ديهاتان ميايدانو باقين مركات لاميا دايدان مرسادة دورا لقور تدميلي العدان مراكي تجوكتا إيو مغشق وروح دبادان ميايدان مقصودين مقاعنا ملفوق تقاي شركادو كانا يا داري شرحي تعلين تفقات إيو تلونا كجرا وقان كان ميقان باور ومركالها هل ياي وياني هدف كي سيالا نعين مقاعد سيدانو دي وديدو. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé des réformes de l'administration, Abdi Hussein Ahmad, a reçu ce matin dans son cabinet des hauts responsables d'une coopérative canadienne spécialisée dans les urgences. Et cette mission canadienne était introduite auprès du ministre du Travail par la directrice générale de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, Hana Farah Assové. Cette délégation est conduite par le président de l'administration, Alain Gaudreau, et elle est composée notamment du directeur général et des médecins spécialistes, entre autres. L'objectif de cette mission à Djibouti est de diagnostiquer les besoins en urgence dans nos structures sanitaires afin de leur offrir
leurs expertises et des formations dans ce sens. Lors de cette réunion avec le ministre, il a été question d'étudier les voies et moyens d'approfondir ce partenariat entre la Caisse nationale de la sécurité sociale et la coopérative canadienne. Cette coopération intervient à quelques mois de l'ouverture officielle de la nouvelle structure d'urgence de la CNSS qui aura une capacité de plus de 40 lits, une première dans la République du Djibouti. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du nouveau régime d'assurance maladie universelle, comme l'a indiqué le ministre du Travail dans ses propos de bienvenue. Un atelier d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement nationale des médicaments pour soutenir l'amélioration du système sanitaire. La République du Djibouti a eu lieu ce matin à l'hôtel Palace Kepansky. Et justement, donc, cet atelier a été présidé par le ministre de la Santé, Dr Kassim Issar. Était présent donc l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, la représentante des Nations Unies et la représentante de l'USAID, ainsi que les cadres du ministère de la Santé. L'objectif de cet atelier est d'évaluer, de comprendre les faiblesses et les points forts du système d'approvisionnement pour la santé, la performance du système de santé d'approvisionnement et de la gestion des produits pharmaceutiques. La maîtrise de ces différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique peut être mise à mal si l'excédence opérationnelle n'est pas performante. Durant cet atelier, les experts nationaux de la chaîne Management System du SCMS qui ont évalué la chaîne d'approvisionnement nationale ont exposé les différentes observations et résultats obtenus. À travers l'USAID et nos partenaires du système de gestion de chaîne d'approvisionnement et SCMS a collaboré avec le ministère de la Santé et les CAM pour comprendre l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les domaines qui ont besoin d'assistance. Le personnel du ministère de la Santé a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires de la USAID pour étudier et évaluer l'infrastructure sanitaire existante en Djibouti. Grâce à votre ouverture d'esprit, vos idées et votre travail, nous avons fait ensemble une part en avant pour améliorer la santé publique à Djibouti. La réunion de cette semaine utilisera les résultats de l'évaluation initiale pour identifier les prochaines étapes afin de pouvoir déterminer la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour atteindre ces objectifs et continuer sur cette lancée. Et le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issar Othman, a mentionné que cet atelier est consacré aux discussions et réflexions menées pour l'amélioration du système pharmaceutique. On l'écoute. En effet, il s'agit d'un sujet qui me tient très particulièrement à cœur. Comme vous le savez, tout l'accès et la disponibilité des médicaments de qualité sont un enjeu primordial de santé publique et il joue évidemment un rôle capital dans de nombreux aspects des soins de santé. Durant cet atelier, les experts nationaux de Supply Chain Management System qui ont évalué la chaîne d'approvisionnement nationale vont vous exposer les différentes observations et résultats obtenus. À l'issue de vos sessions de travail et d'échange, vous devrez identifier les axes stratégiques qui peuvent être mis en place dans le cadre d'un dispositif national pour améliorer la mise à disposition de produits de santé de qualité. Les mécanismes de financement et de planification de chaque axe stratégique devront également faire l'objet d'un processus détaillé pour la mise en œuvre du plan d'action. Je demande donc aux acteurs de l'approvisionnement, que ce soit l'ACAM, les partenaires financiers techniques et programmes de santé, notamment pour l'achat des ARV, des antipallidiens, des antituberculés, des entrailles de la santé et de la reproduction, qu'ils doivent coordonner davantage leurs commandes pour atteindre une meilleure efficience en vue de rendre plus performant et homogène notre système d'approvisionnement du secteur public.
Parallèlement à cette évaluation, j'ai demandé d'une part la révision et l'actualisation de la liste nationale des médicaments et matériels essentiels et d'autre part la mise en place d'un système d'enregistrement des médicaments afin de mieux maîtriser la circulation des produits de santé dans notre pays. Avant de conclure mon intervention, je voudrais sincèrement remercier le gouvernement américain à travers son ambassadeur et les représentants de l'USAID pour avoir répondu très rapidement à notre requête d'appui à l'évaluation de notre chaîne d'approvisionnement en mettant à notre disposition le groupe expert de SCMS et surtout pour leur soutien constant, notamment dans le cadre de l'extension de la couverture sanitaire au niveau des régions sanitaires à travers la construction et équipement de postes de santé. Et le ministre de la Santé a par la suite effectué une visite d'inspection aux malades qui ont été opérés à l'hôpital général Pelletier ce matin grâce à la caravane médicale koweïtienne qui séjourne actuellement en République de Djibouti. Le ministre était accompagné lors de ce déplacement par l'ambassadeur de l'État du Koweït, Faiz Mojbal Al-Moutari, et son homologue djiboutien au Koweït, Mohamed Ali, ainsi que le directeur régional du Comité africain de secours de l'État du Koweït, Abdulrani Al-Rourechi, ainsi que le directeur de l'hôpital Pelletier, Jama Elmi Yabi. Cette caravane, qui est la deuxième du genre, est composée de 32 médecins et infirmiers de l'État du Koweït qui vont effectuer 400 opérations chirurgicales jusqu'au 5 novembre. Cette caravane est organisée par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'association de l'aide directe du Koweït et l'hôpital Al-Rahma à Djibouti. Dans une interview, l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, Mohamed Ali Moumine, a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des activités de la caravane médicale qui offre ses services sanitaires gratuitement aux Djiboutiens. Qui est en fait très connu en Afrique pour son appui. Et cette action rentre dans le cadre d'une action humanitaire au niveau du Koweït qui se présente comme centre d'assistance humanitaire au niveau mondial. Comme vous le savez, Cheikh Sabah, Son Altesse Cheikh Sabah, il a été choisi par les États-Unis comme leader de l'action humanitaire et le Koweït centre des actions humanitaires. Donc cette action est une action fraternité et appuie, en fait, c'est un message, comme il a dit son Excellence, l'ambassadeur du Koweït, Faiz Al-Moutari. C'est un message de fraternité, c'est un message d'amour entre les deux peuples et solidarité aussi. Et que le Koweïtien, ils disent que nous sommes avec vous, les Djiboutiens. Et de son côté, l'ambassadeur de l'État du Koweït, M. Faiz Morbel Al-Moutari, a affirmé l'importance que revêt cette caravane médicale. Il a affirmé que pour accompagner et contribuer aux efforts du ministère de la Santé djiboutien en faveur de nos concitoyens qui ont besoin des opérations chirurgicales. Il a également souligné que ce geste reflète la volonté de son pays d'appuyer le gouvernement djiboutien pour améliorer la situation sanitaire du pays. L'ambassadeur a ajouté que cette caravane médicale, qui est la deuxième du genre, intervient suite aux directives de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabel, qui a été désigné comme le leader de l'aide humanitaire par les Nations Unies. Également dans l'actualité, un atelier de formation destiné aux informaticiens du secteur public et privé afin de les former sur l'ensemble des questions de cybercriminalité a été organisé ce matin dans les salles de réunion du Palais du Peuple. Effectivement, cette formation est organisée conjointement par le ministère de Communication chargé des postes et des télécommunications en partenariat avec l'Union internationale de télécommunications. L'objectif est donc de la formation et de lutter contre la cybercriminalité qui sévit dans le monde. La formation à vocation nationale sur la protection des infrastructures, des systèmes d'information, de cybersécurité vise à diminuer la capacité de ceux qui sont déjà appliqués dans les activités de piratage. Cette formation va durer 4 jours et elle sera assurée par 2 experts de la région arabe, plus précisément du bureau régional basé à Oman, bureau de lutte contre la criminalité.
Au niveau juridique, des textes seront mis en place pour éviter dorénavant le piratage facile qui se font sur le sol national. Le secrétaire général du ministère de la Communication et le directeur général de Djibouti Telecom, ainsi que le représentant de l'Union internationale de télécommunications a été présent à cette formation. Le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui, a lui aussi dans son intervention expliqué en détail aux bénéficiaires de la formation l'importance de l'apprentissage des notions de base telles que les configurations. Écoutez le directeur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette formation qui va débuter donc ce matin sur la cybersécurité. Je pense que vous comprenez tous les enjeux et l'importance de la cybersécurité. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est pratiquement informatisé. On utilise donc les technologies de l'information et de la communication quotidiennement dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles aussi. Ce qui fait que s'il n'y a pas de sécurité derrière l'usage d'éthique, on ne va pas aller loin. D'où je pense que le thème que l'UT justement développe, même à Genève, c'est comment établir la confiance dans le numérique. Écoutez cette fois le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et télécommunications. Il a mis l'accent sur l'importance de cette formation. Cet atelier a pour moi une signification particulière, car il demeure aujourd'hui évident que les technologies de l'information et de la communication constituent un des instruments incontournables pour le développement en Afrique et en particulier pour la République de Djibouti, qui jouit d'importants atouts géostratégiques et d'infrastructures d'éthique. Le thème de cet atelier de formation sur la cybersécurité est donc plus que d'actualité et constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement et des pouvoirs publics djiboutiens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les services publics et privés sont de plus en plus digitalisés. L'économie, le fonctionnement de l'État, la vie politique, sociale et culturelle sont désormais dépendants des services et applications. L'enjeu du libre accès à l'Internet est de telle importance qu'actuellement il est considéré comme un droit inaliénable au même titre que le droit à l'éducation, à la santé, au logement et à la sécurité. Et dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé une soirée musicale samedi soir à Arta. Et c'est dans le cadre de la journée nationale africaine de la jeunesse. À cette occasion, le secrétaire d'État, Abdoul Hassan, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional ont pris part à la cérémonie. Le conseil régional a souhaité la bienvenue au secrétaire d'État et l'a remercié pour sa présence. Ensuite, donc, ce fut le préfet d'Arta, Abdullah Idar Okiye, qui a pris la parole durant son allocution. Il a souhaité la bienvenue à tous. Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à l'endroit du secrétaire d'État qui multiplie les activités de la jeunesse. Le secrétaire d'État a pris la parole en dernier après avoir donc remercié le préfet et le président du conseil régional pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a rappelé que ces activités culturelles et sportives permettent l'épanouissement de notre jeunesse. Il a poursuivi en ajoutant que son département, conformément à la vision éclairée du chef de l'État, diversifie les actions pour que la jeunesse djiboutienne s'épanouisse tant au niveau sportif qu'au niveau culturel. Direction d'Ikil, où un atelier de formation aux droits et obligations des réfugiés s'est tenu cette semaine dans la ville de l'Unité au sein du conseil régional. Un atelier qui avait pour objectif de sensibiliser les forces de l'ordre, la société civile, les notables ainsi que les chefs administrateurs sur les droits et les devoirs des réfugiés. Présidé par le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, ont pris la parole à cet atelier le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, le représentant du HCR et de l'UNARS, des responsables des différents corps armés tels que la gendarmerie, la police nationale et des représentants de la société civile.
Et on reste toujours à Dikil où 100 ménages ont été électrifiés dans le quartier des orphelins de la ville de l'Unité. Eh bien, donc, la cité des orphelins compte 100 ménages, une école, un dispensaire. Ils ont tous bénéficié d'un éclairage total dans leur logement et à l'extérieur avec 20 lampadaires électriques solaires dans 4 poteaux projecteurs électriques très puissants pour l'éclairage de la cité. Le président du conseil régional, accompagné du préfet adjoint, Youssouf Ali, de l'ingénieur énergétique de la DDS, Abdelrahman Awale, ont pu superviser les travaux achevés par l'entreprise du projet d'électrification. À l'actualité à présent, les Kenyans triomphe sur le marathon de New York. Le Kenyan Stanley Biot a signé le succès le plus important de sa carrière hier en remportant le marathon de New York dominé chez les dames comme en 2014 par sa compatriote Marie Ketani. Dans l'épreuve féminine, Marie Ketani a un impressionnant cavalier seul pour confirmer avec brio son succès de 2014. Remporter ce marathon une deuxième fois est incroyable pour moi, a souligné la Kenyane qui s'est imposée avec un chrono de 2h24 minutes et 25 secondes. Elle a dévancé ainsi 2 Éthiopiennes qu'il avait battues à Londres en avril dernier. La Kenyane a écœuré ses rivales en accélérant au kilomètre 30 et n'a plus inquiété Ketani. Compte désormais à son palmarès ses 2 victoires à New York et 2 succès à Londres en 2011 et en 2012. Elle est la première depuis la Britannique Paolo Recife en 2007 et 2008 à s'imposer 2 années consécutives à New York. Et à l'étranger, toujours, où la grande coalition allemande reste divisée sur la question des réfugiés, la chancelière allemande Angela Merkel, le leader de l'Union chrétienne sociale Horst Schäfer et celui des sociodémocrates n'ont pas réussi hier à se mettre d'accord sur la manière de gérer l'afflux des demandeurs d'asile. La chef du gouvernement veut laisser les portes ouvertes. Son partenaire de la CSU s'y oppose et le chef de file du SPD exige une meilleure gestion. Nous voulons un accord entre l'État fédéral et les gouvernements régionaux où devraient être construits ces centres d'accueil. Nous pensons qu'au lieu de construire un grand centre dans la zone de transit actuelle, à la frontière, il vaut mieux construire plusieurs centres à travers le pays pour accueillir les réfugiés des zones d'attente où ils pourraient être enregistrés avant d'être replacés ailleurs, explique Sigmar Gabriel à l'issue de la rencontre à Berlin. Les 3 dirigeants de la grande coalition se retrouveront donc jeudi pour poursuivre les négociations. Pour l'heure, les autorités allemandes et autrichiennes se sont donc mises d'accord pour limiter le passage des réfugiés entre les 2 pays. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.